maintenant que le cadre est posé, poursuivons la discussion de marché en plateau avec Nourane Charer qui est à mes côtés, directeur de la gestion de Mansartis. Nourane, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup dans le sillage du développement d'Arnaud Faller. Comment est-ce qu'on raisonne là quand on est investisseur professionnel pour le compte de ses clients, privés ou institutionnels? Comment est-ce qu'on raisonne sur une situation comme ça exogène et puis une situation spécifique qui est celle aujourd'hui d'une guerre en Ukraine avec des conséquences qu'il faut quand même évaluer, Nourane? Alors, comment on raisonne? Vous avez raison, face à des inquiétudes qui sont, je dirais, rationnelles et normales de la part de nos clients, il faut qu'on reste factuel, il faut prendre un petit peu de distance. Et pour rester factuel dans un environnement toujours incertain, on a traversé ces risques, la crise sanitaire, on était à peu près dans le même environnement, je dirais, d'incertitude cette année avec la crise sanitaire. Donc, il faut être analytique et réactif. Donc, analytique, quels sont effectivement l'impact de la crise ukrainienne, l'impact économique et financier sur l'environnement économique. Le deuxième point, c'est il faut être réactif, c'est-à-dire analyser les risques en termes de gestion et dans les portefeuilles. Et là, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, sur le plan analytique, quelles sont aujourd'hui les conséquences économiques et financières de la crise ukrainienne ? Alors, elles sont difficilement mesurables, donc c'est là où on a le facteur incertitude le plus fort, puisqu'on le voit bien, quand on regarde les scénarios des différents économistes, on a des scénarios qui sont complètement divergents. Certains parlent d'un coût supportable de la crise ukrainienne, d'autres, Philippe Lane a évoqué en fait un impact de 0,3 à 0,4 sur la croissance européenne, et d'autres parlent carrément de worst case scénario avec récession, une division par deux de la croissance européenne. Voilà. Philippe Lane, le chef économiste de la BCE. Tout à fait, le chef économiste de la BCE. Donc, l'incertitude est forte. On le voit d'ailleurs sur les marchés financiers. On a un marché un jour qui est risk-off, un autre jour qui est risk-on. Donc, le marché se cherche sur, effectivement, l'impact réel à moyen et à long terme de cette crise sanitaire. Si on ne peut pas répondre de manière certaine, ou en tout cas, on ne fait que des scénarios qui sont trop spéculatifs et trop approximatifs, une chose est sûre, c'est le vecteur de transmission. Le vecteur de transmission, c'est celui de l'inflation, effectivement, beaucoup plus fort, en tout cas en Europe, et je ne vais pas rappeler les chiffres parce que je pense qu'on les a suffisamment entendus, avec la dépendance énergétique de l'Europe par rapport à la Russie. Et sur l'inflation, je voudrais faire deux remarques. Donc, effectivement, on a eu un impact, l'impact court terme, je dirais, est relativement limité. On regarde depuis l'invasion russe en Ukraine, on a effectivement, on entend beaucoup de chiffres qui font peur, on a le pétrole qui a franchi les $100 et on a le gaz qui a pris 40%. Alors attention, le pétrole avait beaucoup monté avant. Le pétrole a beaucoup monté avant. Le gros du chemin, passé de 30 à 90, il s'est fait avant la crise ukrainienne. Tout à fait. Alors vous avez raison, c'est-à-dire qu'on avait franchi les $90 début février, et le gaz, on n'a pas retrouvé les pics des prix du gaz qu'on avait connus en décembre 2021. On est encore aujourd'hui à 25% en dessous de ces pics-là. Donc l'inflation, ce que je veux dire, c'est que l'inflation, c'est un sujet qui est central, qui a été pris en compte par les différents agents économiques, que ce soit les banquiers centraux, que ce soit les entreprises ou que ce soit les ménages depuis un an. Donc, et même de la part des économistes. Donc on a des croissances bénéficiaires des entreprises. On ne passe pas d'un environnement déflationniste à un environnement inflationniste. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. L'inflation était déjà un sujet auparavant et cette crise ne fait que renforcer les préoccupations immédiates autour de l'inflation. Tout à fait. Les entreprises, le sujet de l'inflation a été évoqué par toutes les entreprises. C'était un sujet qui a été pris en considération par l'ensemble des entreprises pendant les publications du 3e trimestre et du 4e trimestre. L'inflation, on est sur des niveaux d'inflation qui sont historiquement élevés. On est sur des niveaux de 7% aux États-Unis et on est sur des niveaux de 5% en Europe. Donc l'inflation, c'est un sujet qui est aujourd'hui central, mais je dirais que l'effet marginal de la hausse du prix des matières premières à court terme semble limité, et le facteur inflationniste aujourd'hui n'est pas complètement de nature à remettre en question de manière significative la tendance de croissance économique. Le deuxième point qu'il faut mentionner sur effectivement ces impacts inflationnistes, c'est ce qui nous différencie, c'est ce qui différencie finalement la crise ukrainienne des autres crises énergétiques. On est dans un environnement économique solide. L'environnement économique, on attend une croissance économique de l'ordre de 4,3% cette année. Donc, même si le facteur inflationniste vient limiter un petit peu cette reprise
reprise et cette solidité de la reprise, on ne bascule pas du tout dans un environnement de récession et récessionniste. Donc on a quand même des entreprises qui sont de très bonne qualité, qui sont très solides financièrement, qui ont intégré une hausse des prix et qui ont réussi à le faire. On le voit bien, en fait, l'année dernière, en 2021, la hausse des prix des matières était un réel sujet. Et on a eu des croissances bénéficiaires de l'ordre de plus de 70% en Europe. Donc, ce que je veux dire, c'est que la croissance, aujourd'hui, ce facteur inflation intervient alors qu'on est dans un environnement économique solide, des sociétés en très bonne qualité bilancielle, des banques centrales qui ont mis en place différents moyens de politique monétaire, on le voit bien aux États-Unis. On a quand même un triple facteur en une seule année, alors qu'en fait, historiquement, on l'a fait en 3, 4, 5 ans. Donc, cet environnement, en fait, est solide. Je ne suis pas sûre, à court terme, que l'impact inflationniste change la tendance. À moyen et long terme, cet impact inflationniste sera, en fait, à analyser en fonction, bien évidemment, des sanctions européennes et des représailles russes. Et donc quand on pose cette analyse, Nourane, non, mais très intéressant, mais il faut bien comprendre effectivement tout l'argumentaire. Quand on pose cette analyse, c'est ce qu'on fait. Mais qu'est-ce qu'on fait? Peut-être même qu'il ne faut rien faire, de plus ou de moins que ce qu'on a fait précédemment, en termes de gestion des portefeuilles, j'entends. Alors, vous avez raison. Alors, quand on est face à une crise, il faut analyser les risques. L'analyse des risques, se fait en fait à deux niveaux. Il y a l'analyse des risques directs et l'analyse des risques indirects. Donc, l'analyse des risques directs sur la crise ukrainienne, elle est très simple, c'est quelles sont les sociétés aujourd'hui qui sont exposées au marché russe. Les risques indirects, c'est bien évidemment si on a un impact. Et donc ces sociétés-là ? Alors, j'allais répondre. Oui, allez-y. Ces sociétés-là, en règle, alors nous, dans les portefeuilles, on n'a pas effectivement d'exposition au marché russe. C'est vrai que sur la première partie de l'année, le secteur bancaire, le secteur automobile, qui sont les secteurs aujourd'hui les plus impactés. Banque, auto, oil and gas, c'était les 3 meilleurs secteurs en 2021. Tout à fait. Et au cours du mois de janvier 2022. Tout à fait. Alors nous, on a un ADN qui est fort, c'est celui de s'exposer ou d'investir dans des sociétés qui sont solides financièrement, avec des croissances rentables et des croissances pérennes. Donc, on a ces critères, je dirais, qualitatifs, mais qui se retranscrivent avec des critères quantitatifs identifiés. On exclut le secteur bancaire et le secteur automobile qui voit aujourd'hui une problématique quand même de business model avec des investissements très forts pour la transition énergétique. Donc on a résisté pendant cette première partie de l'année qui n'était pas facile parce qu'effectivement le marché, il y a la pression du marché pour aller vers les secteurs qui surperforment. On a résisté, donc aujourd'hui on n'est pas exposé au secteur automobile. Nous ne sommes pas non plus exposés au secteur bancaire. Donc les deux secteurs qui sont les plus pénalisés par la crise ukrainienne, on en est relativement... on en est absent. Ça valide, non mais juste un point là-dessus, ça valide l'idée quand même, quand on a un processus d'investissement, quand on affiche une promesse, entre guillemets, il est de bon ton de ne pas changer d'avis au fur et à mesure des modes qui traversent le marché, entre guillemets. Non, je pense qu'il faut, vous avez raison, il faut avoir un processus, et quand on nous dit mais qu'est-ce que vous allez faire en gestion, on ne va pas changer notre processus de gestion, on va rester sur ces entreprises-là. Et en fait, ce processus de gestion nous amène à avoir des sociétés qui surperforment à moyen et long terme, quitte à laisser de côté une partie de surperformance relative sur du plus court terme, comme ça nous est arrivé en janvier. Mais effectivement, aujourd'hui, la deuxième analyse de risque qui est l'analyse de risque indirect. Donc, il faut, si jamais on est dans un environnement inflationniste très fort avec des risques sur la croissance, il faut sélectionner des entreprises qui sont solides financièrement et des entreprises avec des croissances qui sont élevées et du pricing power. Ça rejoint votre processus d'investissement. C'est votre univers, c'est ça. C'est notre univers. Donc aujourd'hui, on a, et on l'a vu au 4e trimestre, on a une seule société globalement sur un fonds de 30 sociétés qui n'a pas complètement répercuté la hausse des coûts qui ont été jusque de 15 à 20%, que ce soit les coûts salariaux ou les coûts énergétiques. Et donc, on a eu une croissance très importante de l'ensemble des marges des entreprises en portefeuille parce qu'elles avaient un très fort pricing power. Elles sont capables de répliquer les 30 sociétés que vous avez en portefeuille, Nourane.
qu'elles aient sur une année 2021 pu passer ces hausses de prix, c'est une chose. Est-ce qu'elles sont capables de le répliquer de manière durable, pérenne, si nécessaire, notamment sur l'exercice en cours 2022 ? Mais c'est ce qu'elles ont évoqué, c'est-à-dire la croissance bénéficiaire attendue des sociétés globalement européennes, attendue à 10% sur l'ensemble de l'année 2022, prend en compte une hausse des coûts, une inflation qui se maintenait déjà de manière significative sur l'ensemble de l'année 2022. Donc c'est pour ça qu'on a des croissances bénéficiaires qui se renormalisent aussi fortement. C'est parce que les sociétés aussi ont pris en considération ces impacts de dérapage un peu inflationniste avec des hausses des coûts matières premières et salariaux. Bon, donc finalement, il n'y a pas tant de choses que ça qui ont changé dans votre stratégie d'investissement chez Mansartis, là. Alors ça, c'est pour la sélection de valeurs liées en fait à un portefeuille action. Si maintenant on regarde sur des portefeuilles diversifiés, est-ce que aujourd'hui on affecte une prime de risque supplémentaire liée à la crise ukrainienne ? Oui. Est-ce que cette prime de risque est déjà constituée ? Sûrement. Est-ce qu'il faut remonter les niveaux d'exposition action ? Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette crise ukrainienne et ces incertitudes qui sont quand même globalement fortes nous amènent à limiter finalement la prise de risque. La prise de risque et d'être opportuniste sur une crise aussi majeure. Merci beaucoup Nourane. Merci d'avoir détaillé, développé pour nous votre analyse de la situation et les enseignements en tant qu'investisseur et gérant d'actifs. Nourane Charer qui est avec nous en plateau, directeur de la gestion de Mansartis, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.